matinée du 28 septembre 2009, il a décidé de se rendre au stade pour sensibiliser la population qu'il considérait lui être favorable. Mais un groupe de militaires de sa garde, parmi lesquels figurait son aide de camp, l'ont empêché de sortir et il s'est retranché dans son bureau toute la journée. À 13 h, ajoute-t-il, le ministre de la Santé est venu le rencontrer pour faire le point de la mi-journée et a sollicité son implication afin d'obtenir en toute urgence un montant pour la prise en charge immédiate des blessés. Il a indiqué avoir instruit au ministre des Finances de débloquer sans délai le montant sollicité et a ordonné au ministre de la Santé la mise en place d'une commission pour la gestion des corps et des blessés. C'est plus tard, explique-t-il, que le colonel Claude Puivy l'a informé que c'est Aboubacar Diakité dit Toumba et ses hommes qui ont commis les massacres au stade et a soutenu que c'est dans le dessein de se couvrir que son aide de camp lui a imputé les propos selon lesquels il leur a ordonné en ces termes: Toumba, le pouvoir est dans la rue, ils vont le regretter, il faut les mater. Alors que ceci ne vient nullement de lui. Il soutient qu'après, il a bien pris l'initiative d'arrêter Aboubacar Diakité, mais celui-ci étant lourdement armé, il s'est réservé de le faire pour éviter d'autres pertes en vies humaines. Il a déclaré avoir été informé que de la présence du colonel Moussa Kégboro Kamara et ses hommes au stade, mais cela lui a paru normal car le maintien de l'ordre est une des missions régaliennes de la gendarmerie. Il soutient cependant que s'il s'avère que celui-ci a proféré des menaces à l'encontre des manifestants, il décline toute responsabilité au motif qu'il ne lui a donné aucun ordre dans ce sens. S'agissant de Marcel Guilavogui, il affirme n'avoir eu aucun contact avec lui dans la journée du 28 septembre 2009. Il argue qu'à part certains éléments de sa garde, notamment Aboubacar Diakité dit Toumba, Georges, Théodore, Sankaran et Makambo, il n'a rencontré courant cette matinée que son premier ministre, Cabinet Komara, Moussa Kégboro Kamara et le général Mamadouba Toto Kamara qui faisait sa ronde. Il ajoute que dans l'après-midi, Claude Puivy et le ministre de la Santé sont venus le rencontrer séparément, puis la nuit, vers 20 h, le ministre de la Santé est revenu lui rendre compte et précise qu'à aucun des deux, il n'a donné l'ordre de se rendre au stade. Il rappelle qu'il comparaît devant le tribunal pour des faits de complicité, d'avoir fourni des instructions, des armes ou des hommes pour commettre le massacre, alors qu'aucun des accusés, y compris Aboubacar Diakité, dit Toumba, n'a fait mention d'une telle instruction. Il soutient qu'à l'absence de preuves, il se demande sur quelle base il comparaît devant ce tribunal criminel. Il argue que ses réactions au lendemain des événements ne justifiaient en rien les atrocités commises au stade du 28 septembre 2009. Elles étaient instantanées et humaines. Il reconnaît avoir imputé à l'époque la responsabilité des événements malheureux aux leaders politiques, mais ces propos ne peuvent pas être assimilés à une quelconque autorisation ou acquiescement du massacre. Il ajoute que le parallèle qu'il a fait entre les événements de janvier et février 2007 et ceux du 28 septembre 2009 devant la commission d'enquête internationale n'est pas assimilable à un acte de complicité. Il soutient qu'il n'a pas pris de sanctions contre les éléments de sa garde qui se sont rendus au stade pour la simple raison qu'il avait mis en place une commission d'enquête nationale qui devait situer la responsabilité de chacun pour éviter l'arbitraire. Il déclare qu'il ne se souvient pas avoir décrété une journée de deuil national ou ordonné que le drapeau soit mis en berne suite aux événements malheureux du 28 septembre 2009. Il affirme également qu'il ne retient du colonel Claude Puivy qu'un loyal soldat qui a servi l'armée et tout le peuple de Guinée en luttant contre le grand banditisme et qu'il lui est difficile de croire que ce dernier se soit livré aux actes de pillage contre le même peuple. Il soutient qu'en tout état de cause, il n'a été informé des faits liés au pillage qu'au cours des débats contradictoires à la barre du tribunal, tout comme les supposés actes de séquestration commis au siège de sa présidence. Il ignore, dit-il,
la présence de corps au camp Samori Touré ou l'existence supposée de forces communes, question sur laquelle il est prêt à être confronté à n'importe qui. Il argue qu'il n'y avait aucun lien de causalité entre son projet de candidature pour les élections de 2010 et les événements incriminés. Il soutient qu'en réalité, les événements du 28 septembre 2009 ont été savamment orchestrés par l'ancien président de la République, Alpha Condé, et le général Sekouba Konaté pour l'évincer du pouvoir. Il insiste que dans sa quête du pouvoir, Alpha Condé a instigé le général Sekouba Konaté à le renverser. Pour ce faire, ils ont utilisé son aide de camp, Aboubakar Diakité dit Toumba. Dans ces manœuvres, explique-t-il, pour une première fois, les susnommés ont décidé de l'affaiblir pour faire un coup d'État qui devait être exécuté dans sa chambre. Mais qu'heureusement, les forces spéciales du colonel Moussa Kégboro Kamara, membre du régiment, l'ont empêché. La deuxième fois, poursuit-il, les susnommés ont arrêté le commandant du régiment, Aïdor Ba, son adjoint Sa Alphonse Touré et Abdoulaye Keita, les accusant de tenter un coup d'État. Enfin, ajoute-t-il, ils ont voulu l'empoisonner par Aboubakar Diakité dit Toumba, car Alpha Condé savait pertinemment que sous son magistère, celui-ci n'aurait jamais gagné les élections de 2010. C'est à l'échec de toutes les tentatives suscitées, dit-il, qu'ils ont ourdi le complot du 28 septembre 2009 pour le rendre infréquentable. Poursuivant, il déclare que même les accords de Ouagadougou sont la résultante du complot orchestré contre lui et qu'à titre illustratif, dans les 10 accords, Sekouba Konaté assurait l'intérim de sa présidence et devait gouverner de concert avec lui. Et pourtant, jusqu'à la fin de la transition, celui-ci a dirigé seul. Concernant les recrues de Kaléa, il dit qu'il ne saurait se prononcer car le général Sekouba Konaté, l'instigateur et maître d'œuvre de ce recrutement, n'est pas traduit devant le tribunal. Il soutient que les allégations de décaissement de montants mis à sa charge pour ce recrutement sont fausses et qu'il s'inscrit aussi en faux contre les déclarations de feu Sambarou Diamankan des généraux Mathurin Bangoura et Ansouman Kaba tenus à l'instruction préparatoire. Il ajoute que les charges de commandant de régiment étaient incompatibles avec ses fonctions de chef d'État. Il ne les a jamais assumées. Après l'arrestation d'Aïdor Ba et son adjoint, renchérit-il, son ministre de la Défense et lui-même ont décidé de confier cette tâche à son aide de camp, Aboubakar Diakité dit Toumba, et qu'une fiche d'affectation d'une vingtaine de militaires versés à la procédure l'atteste clairement. Il soutient qu'il ne s'est jamais rendu au stade du 28 septembre, le jour des 10 événements, de même qu'il n'a pas emprunté le véhicule de marque Isuzu, à plus forte raison, accompli un rituel au Marokana. Il précise qu'à l'instar des autres résidences de chefs d'État, le siège de sa présidence avait une issue de secours qui aboutissait à une cour où il dressait les oiseaux de race. Enfin, il conclut que c'est de bonne foi d'ailleurs qu'il a procédé à la mise en place de la commission d'enquête nationale et a sollicité l'arrivée de la commission d'enquête internationale pour faire la lumière sur les événements du 28 septembre 2009. 10. Le colonel Blaise Goumou a, de son côté, déclaré que c'est suite à des concours ouverts à la gendarmerie qu'il a été recruté en qualité de gendarme en 1993 et reçu l'habilitation d'officier de police judiciaire en 1998. Il ajoute qu'il entend d'ailleurs profiter de ce débat contradictoire pour fustiger, en dépit de son cursus, la grande marginalisation dont il a été victime, car n'ayant bénéficié d'aucun poste de responsabilité au sein de la gendarmerie. Il soutient qu'il a fallu attendre l'année 2021 pour qu'il soit promu au poste de procureur de la République à formation spéciale, près le tribunal militaire de l'Abbé. À l'avènement du CNDD, informe-t-il, le colonel Moussa Kégboro Kamara a été promu secrétaire à la présidence chargé des services spéciaux, de la lutte contre la drogue et le grand banditisme. Et au regard de la mission à lui assignée, il a sollicité de l'état-major de la gendarmerie pour qu'il lui soit affecté des gendarmes.
C'est dans ce cadre qu'il a été désigné et entretenu par le général Ibrahima Baldé sur la sensibilité de la question de services spéciaux, de lutte contre la drogue et le grand banditisme, ajoute-t-il. C'est ainsi que tous les jours, il organisait des patrouilles diurnes et nocturnes pour détecter et visiter les grands nids de bandits où ils ont pu interpeller dans les forêts de Kakimbo et de Kokoma des malfaiteurs lourdement armés. Le 28 septembre 2009, rappelle-t-il, Moussa Kégboro Kamara l'a appelé pour l'informer qu'il voulait se rendre au stade afin de sensibiliser les manifestants et que c'est le capitaine Nyan Wowo qui a planifié les hommes en l'absence de susnommés. Il poursuit qu'il s'y est rendu aussi et a trouvé Moussa Kégboro Kamara parmi les manifestants qui l'acclamaient et qu'automatiquement, le groupe de manifestants qui venait de Madina a été gazé et s'en est immédiatement suivi des jets de cailloux qui ont failli blesser son chef. Il déclare que c'est seulement ce jour-là, pour la première fois, qu'il s'est rencontré avec les militaires de la garde présidentielle sur le théâtre du maintien d'ordre. Ces militaires à leur tête, Aboubakar Diakité dit Toumba, à bord de 5 pick-up, sont rentrés dans le stade en tirant à balles réelles et qu'en raison de leur mésentente séculaire, il a décidé de se replier avec son équipe, enchérit-il. Il ajoute que la suite des événements, il les a suivis à la radio et à la télévision. Il argue que sa présence au stade était légale, mais il s'inscrit en faux d'avoir commis sur ces lieux un quelconque acte répréhensible. En réalité, continue-t-il, le capitaine Moussa Dadis Camara, les colonels Claude Puivy et Abdoulaye Chérif Diaby n'ont fait sa connaissance qu'au cours de leur détention à la maison centrale de Conakry et contrairement aux propos de son aide de camp, il n'a jamais été un proche de Moussa Dadis Camara, a fortiori bénéficié de celui-ci d'un pick-up. Il précise qu'il n'a jamais été instructeur à Kalea en 2009 et à cette période, il servait au niveau des services spéciaux. Il souligne qu'Aboubacar Diakité dit Toumba, qui se peint en blanc, était l'aide de camp et le commandant de la garde présidentielle. Cette dernière fonction lui permettait d'avoir sous son contrôle tous les postes d'entrée de la ville de Conakry. Celui-ci a été promu lieutenant sans avoir le CAT1 et qu'en sa qualité d'aide de camp, il ne devait en aucun cas ignorer l'endroit où se trouvait le chef de l'État le jour des événements, car il est censé être la mémoire, les yeux et les oreilles de ce dernier. Il ajoute que les arguments du susnommé, selon lesquels il s'est rendu au stade pour chercher le président Moussa Dadis Camara, sont faux et que dans sa fuite en avant, il a affirmé qu'il a sauvé les leaders, sauf qu'il n'a pas précisé la menace dont ceux-ci faisaient l'objet. Il indique que le point qui a opposé Aboubacar Diakité dit Toumba à leur service était dû au fait d'avoir exigé de Moussa Kégboro Kamara que ses agents se coiffent de bérets rouges, simplement parce qu'ils sont au camp Alpha Yaya Diallo, chose que le colonel a refusée au motif que ces hommes ne relèvent pas de la garde présidentielle, mais aussi et surtout pour éviter d'être confondus à ceux de Toumba qui se livraient à toute forme d'exaction à Conakry. Les procès-verbaux d'audition de témoins de Mamadou Selou Dalen Diallo et de Lousseni Fall l'attestent clairement, précise-t-il. Il rappelle que le colonel Moussa Kégboro Kamara était ministre, donc il avait naturellement des gardes du corps en béret rouge, mais que les hommes de son service ne l'ont jamais porté. S'agissant des faits qu'on lui reproche, il indique qu'à date, aucun corps, aucune arme, aucune analyse balistique ne lui ont été présentées. Étant placé sous 3 serments, notamment le serment de gendarme, celui d'officier et celui de magistrat militaire, rappelle-t-il, il dit être impatient que le ministère public lui présente ses victimes de viol, de vol à mains armées, de coups et blessures ou tout au moins le certificat médical établissant le lien de causalité entre sa personne et les faits incriminés. Il précise que le colonel Moussa Kégboro Kamara ne lui a pas demandé de se rendre au stade, mais dès que celui-ci l'a informé qu'il s'y rendait, il a décidé de le rejoindre. Il précise en outre que la mission régalienne des services spéciaux est de lutter contre le narcotrafic et le grand banditisme, et qu'aussi
ce n'est pas la première fois que les agents de ce service se retrouvent dans une manifestation. Au niveau de la Bellevue, dit-il, il n'y a pas eu d'altercation entre leur équipe et les manifestants et qu'ils n'ont pris que 30 minutes au stade. Il souligne qu'il ne se rappelle pas à quelle heure Aboubacar Diakité Ditumba est arrivé au stade, mais affirme l'avoir bien vu avec ses hommes en train de tirer en l'air. Il ajoute que parmi les 6 hommes qui l'accompagnaient, il ne se souvient que de Feu Moto, son chauffeur, et que Kalonzo Camara n'était pas avec lui au stade, qu'il a appris que celui-ci était en détention au PM3. Il reconnaît avoir été instructeur à Kalea du 9 août au mois de décembre 2008, mais qu'en cette période, là, les recrues et l'encadrement étaient en congé. Il précise que durant la période creuse de décembre 2008 au 16 mars 2009, date à laquelle il a été affecté aux services spéciaux, il s'était retourné à l'état-major de la gendarmerie nationale. Il précise également que les recrues de 2008 qu'il a formées ont été recrutées sous la gouvernance du général Lansana Conté et qu'il ne connaît pas le régiment, ceux qui le composaient, ni leur commandant. Il y avait 3 pick-up des services spéciaux, mais il ignore combien d'agents il y avait dans les 2 autres et les chefs d'équipe étaient Sori Kondé, Farimba et lui-même, dit-il. Il soutient que s'il a pu estimer la distance qui le séparait d'Aboubacar Diakité Ditumba, environ 5 à 6 mètres, il ne peut cependant donner avec précision le nombre d'hommes qui l'entouraient. Il dit être formel qu'il n'a pas vu Marcel Guilaougui au stade et qu'il était dans l'impossibilité de secourir les manifestants puisque les éléments de la garde présidentielle étaient lourdement armés alors que sa priorité était de sauver son personnel. Il déclare qu'il n'a pas transmis à sa hiérarchie l'information relative à la rentrée d'Aboubacar Diakité Ditumba et ses hommes en tirant et qu'il ignore tout des interpellations pour identification sommaire au soir des événements du 28 septembre 2009. Dans les faits, soutient-il, à défaut d'un acte, la qualité de commandant du régiment d'Aboubacar Diakité Ditumba ressort de ses propres déclarations à la barre. Les agents sur la photo sont bien des éléments des services spéciaux, mais il ne peut les identifier, reconnaît-il, tout en précisant que juridiquement, les dites photos n'ont rien à voir avec sa personne. Il soutient que les équipes des services spéciaux se sont retrouvées au stade de manière spontanée et fortuite, mais qu'il ne saurait expliquer le motif et que tout le temps qu'il y est resté, il n'a pas vu le moindre corps, que pour ce motif, il ne peut attester des cas de mort au stade. Il déclare qu'à sa connaissance, il n'y a pas eu de rassemblement pour tirer les conséquences des événements du 28 septembre 2009. Il soutient également qu'il ne pouvait, en sa qualité d'OPJ, présent sur la scène de crime, rien entreprendre puisque les faits ont été commis dans le ressort du procureur de Dixine, de même qu'il n'a rien pu faire pour les victimes. Mieux, grâce au talkie-walkie, toute la hiérarchie militaire avait connaissance du massacre au stade, qu'il n'avait de compte à rendre qu'à son planificateur, précise-t-il. À la présidence, il n'a connu que Gono Sangaré, Georges, Théodore et Marcel, dit-il. Il déclare qu'il ne peut dire au tribunal quand est-ce que Kalonzo Camara est parti en détention au PM3, mais il est formel qu'à la date du 28 septembre 2009, il était en détention. Il ignore, selon lui, si le communiqué concernait leur service, mais il estime qu'étant un service d'enquête, rien ne les empêchait d'être au stade et qu'il persiste que le colonel Moussa Kieboro Camara l'a appelé pour l'informer qu'il se rendait au stade. La personne présente sur la photo produite au débat n'a rien à voir avec lui. D'ailleurs, tous ceux qui le connaissent peuvent témoigner qu'il ne s'est jamais coiffé de béret rouge. Il souligne qu'il est très facile de dresser son profil car il est connu de tous à la gendarmerie guinéenne en raison de son cursus militaire et pour avoir formé 12 promotions d'officiers.
La mission régalienne des gardes présidentielles est de protéger le chef d'État, mais curieusement, il n'a pas vu le capitaine Moussa Dadis Camara au stade, informe-t-il. Suite aux événements du 28 septembre 2009, les services spéciaux de lutte contre le grand banditisme n'ont procédé à aucune interpellation, tant parmi les agents de la garde présidentielle que parmi les manifestants, dit-il. Il poursuit qu'il s'inscrit en faux contre les déclarations des parties civiles relatives à l'existence de conteneurs servant de centres de détention, de torture et de violences sexuelles dans leurs locaux. Il soutient qu'aucun élément constitutif de délit de non-assistance à personne en danger ainsi que la complicité de cette infraction ne sont réunis contre lui. Il ignore les textes régissant le fonctionnement des services spéciaux au compte duquel ils ont loyalement servi la nation. Il argue qu'en sa qualité de gendarme, officiant dans les services spéciaux, sa présence au stade était nécessaire et que cependant, rien ne justifie celle d'Aboubacar Diakité dit Toumba, militaire consigné ce jour. Il déclare qu'il n'a connu Cessé Raphaël Abba qu'à l'occasion de ce procès. Il ne pouvait en conséquence agir de concert avec celui-ci. Il déclare également qu'hormis les généralités reprochées aux forces de défense et de sécurité dans leurs procès-verbaux, aucune partie civile ne l'a nommé ou cité pour lui imputer un quelconque acte répréhensible. Il ne nie nullement bien connaître Marcel Guilavogui parce qu'ils s'entraînaient ensemble avant l'avènement du CNDD et s'agissant de Moussa Kébourou Camara, ils ont été recrutés et formés ensemble avant qu'il ne soit son chef, que sa moralité et ses compétences l'empêchent de se rendre coupable des infractions qu'on lui reproche, dit-il. Enfin, il déclare qu'il ne sait rien d'Alpha Amadou Baldé et que ce n'est qu'au cours de ces débats qu'il a entendu les notions de milice et de garde parallèle. 11. Le sergent-chef Paul Mansa Guilavogui a déclaré qu'il n'a rien à voir avec les événements du 28 septembre 2009 puisqu'il se trouvait à Kankan pour récupérer sa solde. À la date de ces événements malheureux, dit-il, il était en service au camp Makambo, mais son salaire n'avait pas encore été transféré à Conakry. Pour ce motif, il se déplaçait chaque fin du mois pour Kankan. À ce titre, poursuit-il, s'il n'aurait quoi que ce soit à ce sujet, il aurait purement et simplement tenu des déclarations mensongères. Il comparaît devant ce tribunal pour les événements du 3 décembre 2009, suite auxquels il a été arrêté et torturé sous les ordres des colonels Claude Pivy et Moussa Kébourou Camara avant d'être déféré à la justice en 2015. Il soutient que le camp Makambo en 2009 était effectivement commandé par Begré, qui rendait directement compte au président Moussa Dadis Camara. Il confirme qu'au camp Makambo, il y avait des personnes torturées quotidiennement sous la dictée de Begré, mais en sa qualité de subordonné, il n'avait rien à dire. Il déclare qu'il n'a cité aucun nom devant les juges d'instruction, car ceux-ci avaient déjà la liste des agents affectés au camp Makambo et que les surnommés Ngefi, Dos, Rambo, Jo, Lala, Ali Akuruma et l'adjudant Tata servaient au dit camp, mais qu'il ne peut les taxer de tortionnaires. Il ajoute que les déclarations selon lesquelles le camp Makambo relevait d'Aboubacar Diakité dit Toumba, contenues dans son procès verbal d'interrogatoire, ne sont pas de lui. Il soutient qu'Aboubacar Diakité dit Toumba n'avait pas connaissance des faits de torture perpétrés au camp Makambo et qu'il ne peut identifier ces victimes-là, mais qu'ils étaient des manifestants du 28 septembre 2009. Il a commencé à exercer au camp Makambo en 2009 avec le grade sergent, avant de passer sergent-chef, mais qu'il n'a jamais été régulièrement affecté au dit camp, précise-t-il. Il ajoute qu'il a été radié avec 6 autres en 2010, mais qu'il semblerait que les autres ont été réintégrés. Il rappelle qu'au moment de leur formation commune de base, il était très turbulent et faisait régulièrement l'objet de sanctions disciplinaires,
car même dans l'exercice de ses fonctions, sa hiérarchie savait qu'il n'exécuterait jamais des ordres qui lui sembleraient illégaux. C'est pour cela qu'il est traité d'indiscipliné dans l'armée. Il ne se souvient plus de la date à laquelle il a subi l'accident pour lequel il a été évacué à Conakry pour fracture du fémur droit et que depuis qu'il est en détention, il n'a aucun renseignement sur ses collègues du camp Makambo, dit-il. À l'époque du CNDD, tous les corps confondus se sont coiffés de bérets rouges, comme lui, fantassin de recrutement, et que son arme de dotation est restée à la garnison de Kankan. Il ne l'a pas pris sur lui à Conakry, soutient-il. Il précise que son ami Alassane Ba, qui a facilité son affectation de fait au camp Koundara, était le chauffeur de Jeannot Destin. Ils ont été assassinés ensemble suite aux événements du 3 décembre 2009. Le fait qu'il soit nommément cité par les partis civils résulte de l'initiative qu'il a prise d'aider l'un des manifestants qui s'est malheureusement soldé pour lui de sanctions de la part de Begré, argue-t-il. Il n'a jamais sauvé le président Moussa Dadis Camara le 3 décembre 2009. La déclaration qu'il a tenue dans le sens inverse. Il était dans le but de se sauver des hommes de Moussa Kégboro Camara, précise-t-il. Il soutient que Begré, Jeannot Destin, Alassane Ba et Aboubakar Diakité Di Toumba sont de sa classe de recrutement de 2002, mais malheureusement, les trois premiers ont été sauvagement exécutés par Claude Pivy et Moussa Kégboro Camara et que lui-même n'a eu la vie sauve qu'à raison du patronyme d'Ilavogui. Il a fait la connaissance de Mamadou Aliou Keïta et Ibrahima Kamara, dit Kalonzo, en détention à la maison centrale et qu'il n'a jamais échangé au sujet des événements du 28 septembre avec feu Ibrahima Souri Kamara, dit Begré, indique-t-il. Il ajoute qu'il ne connaît pas Mme Assiatou Ba, se disant victime de viol de la part de Mamadou Aliou Keïta. Il déclare que l'adjudant Tata était la seule femme au camp Makambo à l'époque, mais elle a été arrêtée et torturée avec Begré après les événements du 3 décembre 2009. Tous les agissements de Begré étaient couverts par le président Moussa Dadis Camara, en ce sens qu'il recevait directement les ordres de lui, soutient-il. Il souligne que partout où il a tenu des déclarations à charge contre Aboubakar Diakité Di Toumba, il persiste les avoir tenus sous l'effet de la contrainte. Sinon, il réitère que contrairement aux déclarations qu'on lui impute devant les juges d'instruction, au moment précis où se déroulaient les événements du 3 décembre 2009, il n'était pas au camp Makambo. Ceci étant, il ne peut témoigner de ce qui s'est réellement passé entre Moussa Dadis Camara, Aboubakar Diakité Di Toumba et Joseph Loi Makambo, dit-il. Mieux, les dites déclarations ont été obtenues en violation des articles 1253 du Code de procédure pénale. Elles sont dès lors inopérantes dans le cas d'espèce et sollicitent que le tribunal les écarte du débat, renchérit-il. Enfin, il soutient que sa radiation des effectifs de l'armée n'a rien à voir avec les faits pour lesquels il comparaît devant ce tribunal. Les parties civiles, au cours de leur audition à la barre du tribunal, ont déclaré ce qui suit, entre autres. À l'audience du 14 février 2023, M. Ouribaï Loba explique s'être constitué partie civile dans cette affaire pour son jeune frère Elhadj Hassan Ba, décédé au cours des événements du 28 septembre 2009. Il narre que celui-ci a quitté son domicile 6 à Amdalaï dans le but d'assister à un cas social lorsqu'il s'est retrouvé au stade du 28 septembre en suivant une vague de manifestants. Depuis ce jour, poursuit-il, il n'a plus revu son frère, dont la preuve de la mort n'a été rapportée qu'à travers une photo où on le distingue parmi d'autres corps. Il confie que sa narration des faits ressort de l'appel téléphonique
qu'il a eu avec son frère, au cours duquel celui-ci lui a dit que les gendarmes tiraient sur la population en présence du colonel Moussa Kégboro Kamara. Il affirme que suite à l'interruption de leur communication, il a reçu l'appel d'un ami de ce dernier lui annonçant son décès par coup de poignard reçu sur la nuque. Malgré les recherches effectuées du stade à ses alentours, dans les geôles des colonels Claude Pivy et Moussa Kégboro Kamara, en passant par la morgue de l'hôpital Donka, la dépouille de son frère n'a jamais été retrouvée, fustige-t-il. Il précise quand même que c'est en sa présence que le ministre de la Santé est arrivé en compagnie de militaires dont le dispositif servait à interdire aux parents des victimes tout accès à la morgue. Pour clore ses propos, il sollicite du tribunal de rendre justice aux victimes du massacre du 28 septembre 2009. Auditionnée, Assia Touba a déclaré que le 28 septembre 2009, elle s'est rendue au stade du 28 septembre pour répondre à l'appel des leaders. Elle explique que Jean-Marie Doré a été le dernier leader politique à s'installer sur la tribune sous leurs ovations quand les militaires sont rentrés en tirant sur eux. Ce fut le début de toute cette débandade. Dans sa course pour se trouver un abri, elle a croisé Mamadou Aliou Keïta qui l'a injurié avant d'ordonner à ses amis de l'attraper et il l'a violé, confie-t-elle. En effet, poursuit-elle, c'est en raison de l'opposition qu'elle a affichée à l'égard de la relation qu'entretenait l'accusé Mamadou Aliou Keïta avec sa nièce surnommée Mina, que celui-ci s'est vengé d'elle à la violant. Ce viol est à l'origine du divorce d'avec son époux, regrette-t-elle. Serouna Bari a, dans son audition, déclaré ce qui suit. Le 28 septembre 2009, au stade du même nom, je me suis rendu et j'ai trouvé le portail ouvert avant de me joindre au reste de la foule sur la pelouse. Entre-temps, les tirs ont commencé et s'en est suivi une débandade qui m'a obligé de chercher à sortir. Dans ma tentative de me sauver, j'ai reçu des coups avant d'être appréhendé par les militaires qui m'ont mis dans leur véhicule où se trouvaient d'autres manifestants. En cours de route, je me suis demandé où on nous conduisait. Pris de peur, j'ai sauté du véhicule et je suis tombé sur les genoux. Aussitôt, les militaires se sont arrêtés et se sont mis à me rouer de coups. Ensuite, me poignarder à l'aide d'un couteau. Étant à terre, un autre militaire s'est servi du couteau en voulant m'égorger à Bomboli. Mais dès qu'ils ont aperçu les jeunes du quartier venir en nombre vers eux, ils ont fui. C'est là que ces jeunes m'ont secouru jusqu'à l'arrivée d'un véhicule de la Croix-Rouge qui m'a embarqué et m'a conduit à l'hôpital Donka avant d'informer ma maman. Hospitalisés, Dadis et Blaise Compaoré sont venus nous rendre visite pour compatir à notre peine. Vu l'atmosphère qui régnait à cet endroit, j'ai dit à ma mère de trouver un moyen de me sortir de l'hôpital avant que les militaires ne viennent nous extraire pour nous envoyer à une destination inconnue. C'est dans ce climat que j'ai quitté l'hôpital pour mon domicile où j'arrivais à peine à me soigner car ne disposant d'aucun moyen. Je fais partie des victimes filmées par France 24 dont les images sont passées en boucle les jours qui ont suivi les événements du 28 septembre. À date, j'ai perdu mon épouse et je n'arrive pas à m'occuper de mes enfants à cause de mon état de santé. Abdoul Hamid Diallo a, dans sa déclaration, dit ce qui suit. J'ai quitté le domicile familial dans la matinée du 28 septembre 2009 avec une marée humaine en direction du stade. Au carrefour Hamdallaye comme au rond-point de Bellevue, on a affronté des barrages de militaires qui ont finalement cédé. Sur l'esplanade, on a eu encore des altercations avec le colonel Moussa Kégboro Kamara qui, sous la pression de la marée humaine, a replié. On a accédé au stade et on s'est installé dans les gradins lorsque, quelques minutes après, les militaires en béret rouge sont rentrés par la porte principale en tirant. J'ai rencontré Feu Fanta Condé essoufflé, qui criait à l'aide, mais malheureusement, compte tenu de sa corpulence forte, il m'a été difficile de la porter et j'ai préféré sauver ma vie.
Dans ma course effrénée pour me frayer un chemin, j'ai constaté que toutes les issues étaient barricadées par les militaires. Finalement, après avoir escaladé un mur, j'ai été appréhendé par des militaires, puis déposé avec d'autres manifestants au camp Alpha Yaya Diallo. On était en tout 57 manifestants dans les locaux de l'antidrogue. On nous a ordonné de nous déshabiller sur le champ avant d'être interrogés et placés dans des cellules. Lorsqu'on a été transporté au camp Alpha Yaya Diallo, il n'y avait que des officiers supérieurs, tous des bérets rouges, qui ont assisté sans aucune opposition aux différentes maltraitances qu'on subissait. En raison du statut de journaliste que j'ai invoqué, j'ai bénéficié des mesures de détention plus souples. Après un long entretien avec leur chef, il a été décidé de me libérer le lendemain. Mamadou Ali Oussal a déclaré ce qui suit. Je me suis rendu au stade du 28 septembre sur invitation des leaders politiques. Étant là-bas, un de mes clients m'a appelé pour que je lui vende de la viande. Aussitôt, je me suis retourné. Arrivé à ma place, j'ai servi de la viande à ce dernier et je suis allé chez un ami pour prendre du thé. C'est étant là que j'ai été appelé par un autre pour m'informer que les militaires sont en train de tirer à bout portant sur les manifestants et qu'il y a eu des morts. N'ayant pas eu de nouvelles de mon ami Korkaba, après beaucoup de recherches, j'ai pris contact le lendemain avec un militaire pour qu'il m'aide. Lorsque j'ai appelé sur le numéro de mon ami, c'est un militaire qui a décroché et m'a dit que Korkaba a été interpellé et qu'il serait au camp Koundara. Quand je m'y suis rendu, j'ai été mis aux arrêts, conduit dans une cellule, battu et torturé sur ordre de Begré. Comme j'étais retenu avec d'autres personnes, tous les matins, on nous sortait pour nous donner 50 coups de fouet et on nous traitait de rebelles. Ces séances de torture ont duré des jours et c'est suite à l'intervention d'un militaire qui travaillait au kilomètre 36 qu'on a été libéré. De ce jour à maintenant, on n'a ni retrouvé Korkaba, ni Bobo et on n'a eu aucune nouvelle d'eux. C'est un certain sergent Paul et Tanene qui nous torturait et nous bastonnait tous les jours. À l'appui de sa déclaration de constitution de parti civil en date du 24 avril 2023, M. Oumar Djoubaté a indiqué qu'il est le fils de Feu Fanta Condé, décédé au stade du 28 septembre 2009. Il dit que sa mère est partie au stade en compagnie de sa copine, mais elle n'est plus jamais revenue. Ce jour, précise-t-il, comme il était de garde dans une clinique à Anko 5, aux environs de 11 heures, des rumeurs de la répression au stade ont commencé à courir. Lorsqu'il a cherché à se renseigner auprès d'un certain Irassi Keita, militant du RPG et membre de la commission d'organisation, ajoute-t-il, celui-ci lui a déclaré avoir vu sa mère au stade et qu'il a intimé de rentrer à la maison. Il fait remarquer que 2 jours durant, il n'a eu aucune nouvelle de sa mère et a décidé de se rendre à la morgue de Donka pour voir. L'accès à l'hôpital étant complètement barricadé et gardé par les gendarmes, renchérit-il, il a porté une blouse pour que les militaires le laissent vérifier la morgue. Cette fouille n'a rien donné, insiste-t-il, il lui a fallu attendre le jour de l'exposition des dépouilles à l'esplanade de la mosquée pour retrouver enfin le corps de sa mère qu'il a enterré. Amadou Diallo, journaliste et correspondant de BBC, a déclaré lors de son audition ce qui suit. Je prends la parole aujourd'hui non pour enfoncer ni disculper qui que ce soit. Ce lundi 28 septembre 2009, j'étais reporter au compte de la BBC, ce qui m'a conduit très tôt à Sine avant l'arrivée du colonel Moussa Kieboro Kamara, acclamé par le public. Ce dernier, ayant pris la parole devant les jeunes, a essayé de les dissuader vainement de se rendre au stade ce jour, étant historique pour le pays. Ensuite,
Il a fait un signe de la tête aux unités de police et de gendarmerie, lesquelles ont commencé à gazer les manifestants avant son départ. Après, je me suis dirigé vers le domicile de Jean-Marie Doré dans le but de bien couvrir cet événement, car là se trouvaient les leaders. Y étant, une discussion s'est engagée au niveau de la Fondis entre Moussa Kégboro Kamara et Sidia Touré qui demandaient le report, chose que les leaders, notamment Sidia, Mouktar et les autres, n'ont pas accepté. Aussitôt, le colonel Moussa Kégboro Kamara s'est énervé et a dit qu'il allait rentrer dedans ceux qui semblent être mal éduqués. Entre-temps, Moussa Kégboro Kamara a sollicité que les leaders le suivent, ce que les jeunes ont compris comme étant le commencement de l'arrestation de ceux-ci. Ils ont lancé des projectiles en direction des gendarmes et policiers. Là, on s'est dirigé vers la terrasse du stade avant d'aller à l'intérieur, s'y installer. Certains priaient et d'autres dansaient et chantaient. Vers 12 heures, les tirs ont commencé à retentir et s'en est suivi une grande débandade suite à l'irruption de toutes les forces de défense et de sécurité dans le stade. Dans ce brouhaha, j'ai décidé de rester calme et serein, car étant journaliste, la pire des choses qui pouvaient nous arriver, Mouktar Ba et moi, c'était l'arrestation. Donc, on a décidé de rester ensemble avant qu'un militaire ne vienne nous demander qui sommes-nous. Nous présentant journalistes de BBC et RFI, ce dernier s'est déchaîné sur nous en disant « C'est vous qui gâtez le nom de votre pays à l'extérieur ». Dans cette violence qu'on subissait, un militaire est venu et a dit à ceux qui nous violentaient d'arrêter car on était ensemble à l'abbé. Malgré cette intervention du militaire qui n'a pas été suivie d'effet, un policier est venu et a réitéré la même chose à ce hargneux militaire qui voulait en finir avec nous. Ce dernier a servi de bouclier pour nous. Malgré les coups qu'on recevait, on a réussi à nous conduire à l'extérieur en disant « journaliste, journaliste ». De là où on était, jusque dehors, des corps sans vie et d'autres blessés se trouvaient tout au long de ce périlleux trajet. Étant dehors, on a été dépouillé de nos objets par des gendarmes beaucoup plus hargneux que le militaire à l'intérieur du stade. On a été à nouveau violentés avant qu'un homme du protocole de Dadis, du nom de Kati, que je connaissais, n'intervienne à son tour pour nous, puis nous a aidés à récupérer nos matériels qui avaient été dépouillés par un gendarme. La scène de violence et d'horreur était de telle sorte qu'on s'est dit de faire tout pour couvrir l'événement et informer les gens de ce qui se passait ce jour-là au stade et ses alentours. Je précise avoir reçu un coup au niveau du bras qui était déjà enflé et je me suis rendu chez Maître Amara Bangoura que je connaissais avant. Après avoir récupéré mon sac, j'ai passé l'information dans laquelle se trouvaient des sons de tir au stade et tous le bruit qui en a servi. J'ai reçu des coups de fil de certaines connaissances et un garde rapproché de Dadis me disant de quitter mon domicile car ma vie est menacée suite à mon reportage sur les ondes de la BBC. Ainsi, j'ai décidé de quitter mon domicile sur l'insistance des personnes qui m'appelaient et me disaient de le faire au regard de la menace que je courais. C'est dans ces circonstances, moi et ma famille avons vécu dans la clandestinité avant qu'on ne soit exfiltré pour Dakar. Salimatou Bari a de son côté déclaré ce qui suit. Le lendemain, le lundi 28 septembre 2009, ma copine Aïssatou et moi sommes arrivés au stade au moment où les portes étaient encore fermées. Bien qu'il y eut des pick-up de gendarmes et de policiers, l'atmosphère était festive sur la terrasse. À notre arrivée, le colonel Moussa Kégboro Kamara a tenté de nous sensibiliser afin que nous quittions les lieux, mais face à notre refus, il s'est rembarqué dans sa Mercedes et s'est dirigé
vers un groupe de militaires avec lequel il s'est entretenu. Dès que son véhicule a pris la direction de Dixinport, les portes du stade ont été ouvertes. La marée humaine s'est précipitée à l'intérieur du stade où je me suis installé à la tribune avec Aïssatou. Lorsque la rentrée des leaders a été annoncée, on a accouru sur la pelouse où on a dansé pour les leaders comme Baouri. Aux environs de 11 heures, sur insistance de ma copine Aïssatou Camara, on est sorti pour chercher à manger. Mais juste au niveau de la porte principale, on a croisé les militaires bérets rouges qui rentraient en tirant. On a couru en direction des frigos, poursuivis par les militaires qui nous ont rattrapés, battus et déchiré nos vêtements. Pire, pendant ces sévices, d'autres militaires ont tiré sur les fils électriques qui ont électrocuté et brûlé ma fesse gauche. Pendant ce temps, Aïssatou Camara avait déjà plusieurs côtes brisées. Lorsque j'ai perdu connaissance, je ne me suis réveillé qu'à l'hôpital Donka, où j'ai retrouvé ma copine Aïssatou Camara violentée au point qu'il fallait la mettre dans des cartons pour la transporter. Après plusieurs jours de traitement à Donka, on a été évacué à Thiès, au Sénégal. Mais faute d'accompagnement financier, on a été obligé de revenir en Guinée. Depuis, c'est ma famille qui s'est occupée de tous mes frais médicaux, mais ma copine Aïssatou Camara n'a pas eu autant de chance. Aïssatou Camara était tout pour sa mère, qui était extrêmement pauvre. Faute de ressources financières, Aïssatou Camara a succombé à ses blessures. Ma copine Aïssatou Camara est décédée jeune et sans enfant. Mon plus grand regret réside dans le fait que c'est sur ma demande que Feu Aïssatou Camara s'est rendu au stade du 28 septembre. Entendue sur les faits de viol et de violence sexuelle, Mme Fatoumata Bari a indiqué que le 28 septembre 2009, elle a quitté son domicile avec sa cousine pour protester contre la candidature du capitaine Moussa Dadis Camara. Elle dit qu'elles ont trouvé sur l'esplanade le colonel Moussa Keboro Camara qui demandait aux manifestants de rebrousser chemin. Mais ceux qui étaient présents ont répondu qu'à l'instar du 28 septembre 1958, les Guinéens diront non à cette autre date à la candidature de Dadis. Elle argue que devant cet affront, le colonel Moussa Keboro Camara a quitté les lieux et les manifestants sont rentrés au stade dans une ambiance très festive. Étant installé au stade avec sa cousine, précise-t-elle, Jean-Marie Doré est arrivé en dernier, porté et ovationné par la foule, lorsqu'une dizaine de minutes environ, les militaires ont investi le stade en tirant à balles réelles sur la population. Elle insiste que pendant 1 heure de temps, les citoyens guinéens présents au stade ont été martyrisés, injuriés, battus et tués comme des animaux par des militaires. Elle fait remarquer que tout le long du massacre, les militaires n'ont cessé de leur reprocher le motif de leur présence en ces lieux comme si cela était un crime. Quand elles ont cherché à se sauver, renchérit-elle, elle a vu une dame de teint clair auprès de qui elles ont voulu trouver refuge. Mais c'est à cet endroit, malheureusement, que 2 policiers l'ont attrapé, giflé, puis déchiré à l'aide d'un couteau son pantalon et la petite culotte en maillot bleu qui se trouvait en dessous. Et qu'après l'avoir complètement mise à nu, ses agresseurs ont introduit leur matraque dans son vagin, constatant ses menstrues, ils l'ont sodomisée avant d'uriner sur elle. Elle persiste que pour mettre fin à ces supplices, un autre militaire est venu pour leur intimer de cesser de la violer. Mais ses ravisseurs ont rétorqué avoir reçu des ordres dans ce sens. En dépit de leur entêtement, ce militaire courageux l'a relevé et l'a aidé à sortir du stade. Discussion sur l'action publique, sur les moyens invoqués. Le ministère public sollicite la requalification des faits de meurtre, assassinat,
torture, enlèvement, séquestration, coups, blessures et violences volontaires, pillage de marchandises, de biens mobiliers et d'incendies volontaires de magasins, conteneurs et de leur contenu, vol à main armée, entrave aux mesures d'assistance et de l'omission de porter secours, détention illicite de matériel de guerre de première catégorie, viol et complicité prévus et punis par les articles 19, 20, 206, 208, 303, 304, 305, 306, 11, 12, 13, 332, 233, 234, point 1, point 5, point 6, 239, 240, 241, 242, 268, 269, 514, 515, 510, 373, 381, 382, 297, 298, 848.3 et 849 du Code pénal, en ce de crimes contre l'humanité et autres formes de responsabilité pénale prévus et punis par les articles 114, 195, 194, 195, 196, 197, 198, 199 du Code pénal, correspondant aux articles 7, 25, 27, 28, 29 et 30 du Statut de Rome instituant la Cour pénale internationale. Au soutien de cette réquisition, il explique qu'il résulte des déclarations des accusés, des parties civiles et témoins, ainsi que des pièces du dossier, que les éléments constitutifs de crimes contre l'humanité et autres formes de responsabilité pénale sont établis à l'encontre des accusés qui ont agi dans le cadre d'une entreprise criminelle conçue, organisée et exécutée contre des victimes civiles. Il précise que toute demande de requalification est recevable à la condition que la nouvelle qualification sollicitée corresponde au mieux aux faits poursuivis et que l'agent pénal ait été mis en état de se prononcer sur celle-ci. Cette double condition étant satisfaite, il sollicite de faire droit à sa réquisition de requalification. Faisant sienne cette demande du ministère public, la partie civile sollicite cette requalification au motif que le statut de Rome, qui prévoit et punit les crimes contre l'humanité et les autres formes de responsabilité pénale, est antérieur aux faits poursuivis. Elle ajoute que les déclarations des accusés, des victimes et des témoins, l'inculpation de Moussa Dadis Camara et Aboubakar Diakité Toumba sur la base de l'article 28 du statut de Rome et l'examen préliminaire des faits par le bureau du procureur de la Cour pénale internationale fondent aisément cette requalification en application des dispositions des articles 79 de la loi fondamentale du 23 décembre 1990, 7, 25, 27, 28, 29, 30, 77 et 110 du statut de Rome du 17 juin 1998 ou 194, 195, 196, 197, 198, 199 du Code pénal du 26 octobre 1916 et 9 alinéa 6 du Code civil. En réplique, les accusés, par l'organe de leur conseil, sollicitent le rejet de la réquisition aux fins de requalification des faits initialement poursuivis en ceux de crimes contre l'humanité et autres formes de responsabilité pénale au motif que l'ordonnance numéro 007 du 17 décembre 2007 qui saisit le tribunal de ce siège, ayant fait l'objet de tous les recours, est revêtue de l'autorité de la chose jugée. Ils ajoutent que les dispositions du statut de Rome et celles du Code pénal de 2016 ne peuvent pas fonder cette requalification des faits commis en 2009 à raison du principe de la non-rétroactivité de la loi pénale, corollaire du principe de la légalité criminelle. Ils contestent les déclarations des victimes et des témoins, ainsi que les pièces qui fondent également la demande du ministère public. C'est pour toutes ces raisons qu'ils sollicitent de déclarer la demande de requalification irrecevable sur la base des articles 1, 5, 6, 7, 8, 14, 25 du Code pénal, préliminaire alinéa 4, 2, 205,
406, 407, 408, 497 alinéa 2, 500 du Code de procédure pénale, 12 de la Charte de la transition et 6 de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples. Sur le moins tiré de la chose jugée, l'article 2 du Code de procédure pénale dispose: l'action publique pour l'application de la peine s'éteint par la mort du prévenu, la prescription, l'amnistie, l'abrogation de la loi pénale et la chose jugée. Toutefois, si des poursuites ayant entraîné condamnation ont révélé la fausseté du jugement ou de l'arrêt qui a déclaré l'action publique éteinte, l'action publique pourra être reprise. La prescription doit alors être considérée comme suspendue depuis le jour où le jugement ou l'arrêt était devenu définitif jusqu'à celui de la condamnation du coupable de faux ou usage de faux. Elle peut s'éteindre par transaction lorsque la loi en dispose expressément. Il en est de même en cas de retrait de la plainte lorsque celle-ci est une condition nécessaire de la poursuite. À l'analyse de cette disposition, il ressort que la chose jugée invoquée est relative à l'action publique, donc aux faits. À l'espèce, le tribunal criminel étant saisi des faits et des personnes, les qualifications retenues par l'ordonnance de renvoi ne sont qu'à titre indicatif et ne peuvent s'imposer à la juridiction de jugement. Il est nécessaire de distinguer les juridictions d'instruction, comprenant les cabinets d'instruction au premier degré, les chambres de contrôle de l'instruction au second degré et la chambre pénale de la Cour suprême, des juridictions de jugement, notamment le tribunal criminel. De par la différence des règles régissant les juridictions d'instruction et celles régissant les juridictions de jugement, une décision des premières ne peut s'imposer aux secondes quant à la qualification des faits de la saisine. Il s'ensuit que l'autorité de la chose jugée, entachant une ordonnance du juge d'instruction ayant fait l'objet d'examen à tous les niveaux de recours, ne peut empêcher le tribunal criminel, juge de fond, de donner la qualification la plus exacte aux faits dont il est saisi. Il convient dès lors de rejeter ce moins comme mal fondé. Sur le moins tiré du principe de la légalité, la nouvelle qualification sollicitée par le ministère public et les parties civiles trouve sa base légale dans le statut de Rome instituant la Cour pénale internationale, les infractions de sa compétence et les procédures de poursuite, d'instruction et de jugement de celle-ci. Le statut de Rome du 17 juin 1998 a été ratifié par la loi L/25/AN du 20 décembre 2002, promulguée la même année et publiée au Journal officiel de la République. Sa non-insertion dans un code qui, du reste, n'est qu'un bloc législatif homogène, ne peut être considérée comme obstacle à son application. D'ailleurs, tout le dispositif pénal guinéen ne s'est jamais retrouvé dans un seul code. Conformément à l'article 1er du Code civil, les lois sont exécutoires à la suite de leur promulgation et de leur publication au journal officiel. Conformément à l'article 79 de la loi fondamentale du 23 décembre 1990, les traités régulièrement ratifiés ont une autorité supérieure à celle des lois. La ratification et la publication du statut de Rome en font une loi dont l'application ne nécessite plus une internalisation dans un code qui demeure une formalité d'homogénéisation de tests répressifs facilitant leur application. Le statut de Rome a été ratifié en 2002 et publié en 2003, donc avant 2009. Il convient de dire qu'il est applicable aux faits de la cause. De ceux qui précèdent, le moins tiré du principe de la légalité sera rejeté comme mal fondé. Sur le moins tiré de la non-rétroactivité de la loi pénale, l'article 80 du statut de Rome dispose: rien dans le présent chapitre n'affecte l'application par les États des peines que prévoit leur droit interne, ni l'application du droit des États qui ne prévoient pas la peine prévue dans le présent chapitre. En effet, l'inapplicabilité du Code pénal de 2016 aux crimes commis au stade du 28 septembre est un autre moins invoqué par la défense, au motif
qu'il ne doit pas rétroagir sur les faits antérieurs à son adoption. Or, il a été suffisamment démontré plus haut qu'en 2009, il existait dans le statut de Rome des dispositions applicables aux faits, objet de la saisine du tribunal. Mieux, leur défaut d'internalisation avant le Code de 2016 n'affecte en rien l'application du dit Code, car une des limites à ce principe réside dans l'application de la loi pénale la plus douce. Dès lors, il convient de rejeter ce moins comme mal fondé. Sur la requalification. La requalification est le procédé par lequel le juge, se prononçant sur un fait dont il est saisi, lui donne sa véritable qualification, permettant ainsi de déterminer l'infraction et son régime juridique. Ce procédé trouve son fondement légal au niveau de l'article 441 du Code de procédure pénale qui dispose: si le tribunal estime que les faits constituent un crime, il prononce la peine. Il résulte de cette disposition l'obligation pour le juge de fond de donner une appellation juridique aux faits dont il est saisi avant de prendre des sanctions à l'encontre de l'agent pénal. L'article 544 du même Code ne paraît d'ailleurs autoriser le juge à relaxer que s'il estime que le fait poursuivi ne constitue aucune infraction à la loi pénale. La demande de requalification, formulée sous la forme de réquisition par le ministère public, a été faite au cours des débats. Cette demande a été notifiée aux accusés qui, par l'organe de leur conseil, ont largement fait des observations et formulé des demandes d'irrecevabilité de cette réquisition. Les faits contenus dans l'ordonnance de saisine sont ceux sur lesquels toutes les parties, notamment les accusés, ont fait des déclarations et qui servent de référence à la qualification nouvelle sollicitée. Un fait étant susceptible de plusieurs qualifications, une nouvelle qualification de ce fait ne peut donner lieu à un nouvel interrogatoire. Les débats suscités par la demande du ministère public ont permis d'observer le respect des droits de la défense. À ce propos, l'article 7 du statut de Rome dispose: aux fins du présent statut, on entend par crime contre l'humanité l'un quelconque des actes ci-après lorsqu'il est commis dans le cadre d'une attaque généralisée ou systématique lancée contre une population civile et en connaissance de cette attaque. Meurtre, extermination, réduction en esclavage, déportation ou transfert forcé de population, emprisonnement ou autre forme de privation grave de liberté physique en violation des dispositions fondamentales du droit international, torture, viol, esclavage sexuel, prostitution forcée, grossesse forcée, stérilisation forcée ou toute autre forme de violence sexuelle de gravité comparable. Autre acte inhumain de caractère analogue causant intentionnellement de grandes souffrances ou des atteintes graves à l'intégrité physique ou à la santé physique ou mentale. 2. Aux fins du paragraphe 1. A. Par attaque lancée contre une population civile, on entend le comportement qui consiste à la commission multiple d'actes visés au paragraphe 1 à l'encontre d'une population civile quelconque, en application ou dans la poursuite de la politique d'un État ou d'une organisation ayant pour but une telle attaque. B. Par extermination, on entend notamment le fait d'imposer intentionnellement des conditions de vie, telles que la privation d'accès à la nourriture et médicaments, calculées pour entraîner la destruction d'une partie de la population. C. Par réduction ou esclavage, on entend le fait d'exercer sur une personne l'un quelconque ou l'ensemble des pouvoirs liés au droit de propriété, y compris dans le cadre de la traite des êtres humains, en particulier
des femmes et des enfants. D. Par déportation ou transfert forcé de population, on entend le fait de déplacer de la force des personnes en les expulsant ou d'autres moyens coercitifs de la région où elles se trouvent légalement, sans motif admis en droit international. E. Par torture, on entend le fait d'infliger intentionnellement une douleur ou des souffrances aiguës, physiques ou mentales à une personne se trouvant sous sa garde ou sous son contrôle. L'acception de ce terme ne s'étend pas à la douleur ou aux souffrances résultant uniquement de sanctions légales inhérentes à ces sanctions ou occasionnées par elles. Par grossesse forcée, on entend la détention illégale d'une mise enceinte de force, dans l'intention de modifier la composition ethnique de la population ou de commettre d'autres violations graves du droit international. Cette définition ne peut en aucune manière s'interpréter comme ayant une incidence sur les lois nationales relatives à la grossesse. Par percussion, on entend le déni intentionnel et grave de droits fondamentaux en violation du droit international pour des motifs liés à l'identité du groupe ou de la collectivité qui en fait l'objet. H. Par crime d'apartheid, on entend des actes inhumains analogues à ceux que vise le paragraphe 1, commis dans le cadre d'un régime institutionnalisé d'oppression systématique et de domination d'un groupe racial sur tout autre groupe social ou tous autres groupes raciaux et dans l'intention de maintenir ce régime. D. Par disparition forcée de personnes, on entend les cas où des personnes sont arrêtées, détenues ou enlevées par un État ou une organisation politique ou avec l'autorisation, l'appui ou l'assentiment de cet État ou de cette organisation qui refuse ensuite d'admettre que ces personnes sont privées de liberté ou de révéler le sort qui leur est réservé ou l'endroit où elles se trouvent, dans l'intention de les soustraire à la protection de la loi pendant une période prolongée. Au fin du présent statut, le terme « sexe » s'entend de l'un et l'autre sexe, masculin et féminin. Suivant le contexte de la société, il n'implique aucun autre sens. L'article 28 du même statut dispose « Responsabilité des chefs militaires et autres supérieurs hiérarchiques. Outre les autres motifs de responsabilité pénale au regard du présent statut pour des crimes relevant de la compétence de la Cour, un chef militaire ou une personne faisant effectivement fonction de chef militaire est pénalement responsable des crimes relevant de la compétence de la Cour commis par des forces placées sous son commandement et son contrôle effectif, ou sous son autorité et son contrôle effectif. Selon le cas, lorsqu'il ou elle n'a pas exercé le contrôle qui convenait sur ces forces, dans les cas où ce chef militaire ou cette personne savait ou, en raison des circonstances, aurait dû savoir que ces forces commettaient ou allaient commettre ces crimes. Et ce chef militaire ou cette personne n'a pas pris toutes les mesures nécessaires et raisonnables qui étaient en son pouvoir pour en empêcher ou en supprimer l'exécution ou pour en référer aux autorités compétentes aux fins d'enquête et de poursuite. En ce qui concerne les relations entre supérieurs hiérarchiques et subordonnés non décrites au paragraphe A, le supérieur hiérarchique est pénalement responsable des crimes relevant de la compétence de la Cour, commis par des subordonnés placés sous son autorité et son contrôle effectif lorsqu'il ou elle n'a pas exercé le contrôle qui convenait sur ses subordonnés dans les cas où le supérieur hiérarchique savait que ses subordonnés commettaient ou allaient commettre ces crimes ou a délibérément négligé de tenir compte d'informations qui l'indiquaient clairement. Ces crimes étaient liés à des activités relevant de sa responsabilité et de son contrôle effectif. Et le supérieur hiérarchique n'a pas pris toutes les mesures nécessaires et raisonnables
qui était en son pouvoir pour empêcher ou en réprimer l'exécution ou pour en référer aux autorités aux fins d'enquête et de poursuite. Il résulte de l'analyse combinée de ces articles que le meurtre, le viol, la torture, entre autres, commis simultanément ou concomitamment par plusieurs personnes sur plusieurs autres, sont constitutifs de crimes contre l'humanité dès lors que les agents pénaux ont agi dans le but concerté et harmonisé de commettre des actes sur les victimes civiles sans aucune distinction. Également, toute personne qui a un pouvoir de nomination, de contrôle ou de sanction sur un groupe de personnes et de par ses pouvoirs exerce sur elle un pouvoir hiérarchique ou de commandement est responsable des actes de meurtre, viol, torture, entre autres, commis par plusieurs de ses subordonnés sur plusieurs personnes civiles de manière généralisée et systématique s'il est établi qu'elle connaissait les agissements de ses subordonnés sans prendre les mesures idoines pour empêcher la commission